And as we have been programmed mentally, intellectually, one must be aware of this being programmed, like a computer. Programming that we are constantly assaulted by throughout our life conditions us. It programs us to a particular worldview. Is they are absolutely propagandizing the world with all of their theses about the nature of the universe that we live in, where we come from, our origins, the origin of the universe, and so forth. People are gonna die. Les gens mourront et on ne pourra pas y faire grand-chose. Quelqu'un disait on est au bord de l'anarchie. On assistera à une véritable désintégration de la société. Les gens formeront des gangs pour obtenir les ressources dont ils ont besoin. Ils chercheront de la nourriture et des médicaments. Il y aura des prédateurs redoutables. Éteins, je te dis. Les grands centres urbains seront inhabitables. Fais-le se baisser. Et très dangereux. De petites communautés installeront des barrages. Il a dit non. Vous prendrez tout ce que vous trouverez utile en chemin. Il faudra fouiller pour avoir à manger, autrement dit piller. Personne ne sort indemne quand il ôte la vie à quelqu'un. Un événement va se produire dans les années à venir. Et les scientifiques ont rapporté qu'il y aura des éruptions solaires beaucoup plus intenses que ce que nous avons connu par le passé. Des scientifiques, la NASA, ils disent tous que ça va être très grave. Très bientôt, le Soleil va connaître une série inhabituelle d'éruptions solaires. Les radiations qui vont être émises, l'énergie électromagnétique va frapper la Terre. Les scientifiques parlent d'événements extrêmement graves. Il semblerait qu'actuellement le champ magnétique du Soleil diminue. Donc, nous sommes dans une situation où le champ magnétique de la Terre diminue et celui du Soleil aussi. Mana udlumiyok ikakang ni makon niktaw na nito naragtigo. Kukiyang na inakton. Naktok. Udlumatawang na pokto na sa ulakto tayo sa manewalaman. Kaya malaking karwatuwa. Kaya udyakan nakataka sila. Kano'y nabalot si mga ramang Kana di udyakan si malaking taka siya kanya. Tayo mga tabani mo ito kumata na kung kasi malakit na kasakit na tamang anak kasugo kami kasi walang gawin ka walang kami walang watarap tinalo kasi yan bakit yan ako sa mga tanan naman. Je crois que les autorités savent qu'il va se passer quelque chose de grave, mais je ne pense pas qu'elles sachent si notre civilisation sera anéantie ou pas. Ce que vous dites, c'est que seule une poignée de gens sera prise en charge, dans des abris souterrains, pendant que le reste de la population devra se débrouiller au milieu du chaos qui régnera à la surface. Exactement. Il existe des preuves que le gouvernement américain se prépare en secret à faire face à cette catastrophe en sauvant uniquement l'élite du pays. À 150 millions de kilomètres de la Terre, la surface du Soleil projette d'énormes quantités de lumière et de chaleur dans l'espace. De temps en temps, il se produit de gigantesques éruptions qui projettent des ondes jusque dans notre atmosphère. Ce phénomène n'a habituellement aucune conséquence sur nous. Mais dans des conditions très particulières, ces ondes provoquent sur Terre une tempête magnétique qui, en touchant les grands réseaux électriques, pourrait déclencher une panne d'électricité mondiale. S'il y a une coupure électrique pendant 2 ou 3 jours, c'est déjà le chaos. Alors des mois ou des années, c'est impensable.
systèmes de santé, les communications, l'économie mondiale et des éléments essentiels comme l'alimentation en eau seraient gravement mis en péril si la tempête magnétique absolue que nous prédisent certains scientifiques se produisait effectivement. Alors un homme qui tient à rester anonyme. Un climatologue à la pointe de son domaine depuis les années 1970. Pourquoi souhaitez-vous garder l'anonymat pour cette interview? Parce que j'ai subi des attaques. Et je m'inquiète surtout pour les retombées sur ma famille. C'est très traumatisant de recevoir des menaces de mort. Le scientifique affirme que les premières menaces sont tombées quand il a pris position contre le courant de pensée dominant sur le réchauffement climatique. Quel est votre avis sur la question? Mon avis, c'est que notre planète a déjà connu un réchauffement par le passé et que les modifications du climat sont très fréquentes. Les émissions de CO2 par l'homme n'en sont pas responsables. Alors d'après vous, quelles en sont les origines? Le Soleil, sans aucun doute. Mais la question du Soleil est éludée par les autorités, et en particulier par le groupe d'observation intergouvernemental sur les changements de climat, l'organisme des Nations Unies qui invoque la responsabilité humaine dans les bouleversements climatiques. Mais si ce n'est pas lié à l'activité humaine, pourquoi nous l'affirme-t-on? Parce qu'ils s'en servent pour nous contrôler politiquement, contrôler nos vies dans le moindre aspect. Si vous contrôlez le carbone, vous contrôlez le monde. Un escadron de 5 satellites de la NASA nommé Thémis a volé à travers un trou dans le champ magnétique terrestre s'étendant du pôle Nord à l'équateur. Pourquoi est-ce important? Parce que le champ magnétique nous protège des rafales de vent solaire. Sa mission, c'est de repousser les particules solaires et de les éparpiller de façon à ce qu'elles n'entrent pas en contact avec la surface de la Terre. Mais à la grande surprise de tout le monde, ce groupe de satellites a détecté un trou géant dans le champ magnétique terrestre. Et ça ne devrait absolument pas être le cas. Les tempêtes magnétiques ne sont pas nouvelles. Chaque année, la planète est touchée par plusieurs d'entre elles. Complètement inoffensives pour la plupart, elles sont à l'origine des aurores australes et boréales. Mais comme nous sommes de plus en plus dépendants de la technologie, nous sommes aussi plus sensibles aux dégâts que peuvent occasionner les plus grandes tempêtes magnétiques. Lorsque l'énergie de la tempête magnétique arrive, elle crée de puissants courants qui traversent le champ magnétique terrestre et qui finissent par circuler dans les réseaux électriques, en faisant sauter les transformateurs. Partout sur Terre, les lumières s'éteindraient et immobiliseraient toute activité humaine. Si je comprends bien, c'est l'endroit le plus sécurisé du monde. On aime la surnommer la forteresse de l'Amérique. Un colonel de l'armée de l'air américaine à la retraite lui montre le lieu où les personnes les plus importantes du pays pourront venir se réfugier lors de la catastrophe. Il y a 15 bâtiments à l'intérieur? Tout à fait, dont 12 de 3 étages. 12 bâtiments de 3 étages? Oui. Nous nous enfonçons de 500 mètres dans la montagne. 500 mètres creusés dans la roche dure? C'est exact, du granit de Pikes Peak. Nous sommes au cœur de la montagne? Aussi profond qu'il est possible d'aller. C'est l'espace de stockage où nous gardons les kits de survie. C'est quoi exactement? S'il y a une menace dehors et qu'on est obligé de condamner les portes anti-souffle, on a prévu les équipes et le personnel nécessaires pour continuer à remplir notre mission pendant un certain temps. Et pour ce faire, nous avons besoin de matériel pour dormir, pour manger. On a des repas prêts à être consommés. On pourrait héberger plus d'1 millier de personnes ici. Quel genre de civil sera autorisé à venir ici? Les civils nécessaires à notre mission. Tout le monde semble connaître cet endroit. Imaginons qu'il se produise un événement terrible comme l'apocalypse. Une énorme tempête magnétique ne frapperait pas d'un seul coup, mais par étapes. Les particules qui précèdent la tempête magnétique ne mettraient que 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Les avions de ligne se retrouveraient en danger. Les rayons X transportés par l'éruption empêchent toute communication radio. Quelques minutes à peine après l'éruption solaire, se produirait la deuxième étape, qu'on appelle une tempête de radiation, et qui peut provoquer des problèmes encore plus graves. En effet, à cause de ces radiations, tous les appareils électroniques peuvent être mis hors d'état de fonctionner.
Dans cet appareil, Heinrich Svensmark arrive à démontrer que l'affaiblissement du champ magnétique favorise la pénétration de particules cosmiques à la surface de la Terre. Si les particules réussissent à passer au travers du champ magnétique, elles vont traverser l'atmosphère et arriver dans cette boîte où on peut les voir. Les rayons cosmiques sont des particules à haute énergie qui proviennent des confins de l'univers. Ils voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière. Ils sont beaucoup plus puissants que le vent solaire. Plus les particules sont nombreuses, plus il y a de nuages. L'idée est simplement fondée sur le fait que les rayons cosmiques contribuent à la formation des nuages. Des nuages ordinaires. Or, plus il y a de nuages, plus la température diminue sur Terre. Les rayons cosmiques auraient donc la capacité d'influencer le climat de notre planète. Nous bénéficions d'une double protection contre ces rayons. D'abord, celle du champ magnétique terrestre, mais aussi celle fournie par le champ magnétique du Soleil. C'est un cocon bien plus puissant que celui de la Terre. Cet impressionnant champ magnétique solaire suit son propre cycle, avec des augmentations et des baisses d'intensité, nous rendant plus ou moins vulnérables selon ces périodes. Il semblerait qu'actuellement le champ magnétique du Soleil diminue. Donc, nous sommes dans une situation où le champ magnétique de la Terre diminue et celui du Soleil aussi. Les deux vont dans la même direction et cela laisse supposer que nous pourrions aller vers une phase de refroidissement de la Terre. Qu'est-ce qui se passerait si des centaines de milliers de personnes prenaient d'assaut les portes pour rentrer? Ce serait problématique. Il faudrait contenir tous ces gens. Est-ce que vos forces de sécurité sont préparées à ouvrir le feu sur des citoyens américains pour protéger la base? Ils sont entraînés à protéger cet endroit. Ils feront tout ce qu'il faut? Ils feront ce qu'il faudra. Pourquoi le gouvernement ne tire pas la sonnette d'alarme? Si vous gériez l'information et que vous saviez qu'il n'y a pas assez de ressources sur la planète, ou même au niveau national, pour protéger et héberger tout le monde en cas de catastrophe, qu'est-ce que vous feriez? L'architecte est visiblement au courant de renseignements top secrets. Jesse le questionne sur les projets décidés en haut lieu. Quel est le plus grand dont vous avez entendu parler? Je peux rien dire devant la caméra. Vraiment? Non, rien. Mais je peux vous dire que depuis 10 ans, le gouvernement américain s'est lancé dans un programme de construction d'abris aux 4 coins du pays. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que nos dirigeants et les riches se préparent pour la catastrophe. Eux seront pris en charge et tant pis pour le reste de la population. On nous abandonne. Les centrales envoient le courant par des lignes haute tension jusqu'aux transformateurs qui le changent en courant de faible tension pour les consommateurs. Les États-Unis ont environ 2000 grands transformateurs qui seraient le point faible du réseau en cas de grosses tempêtes magnétiques. Dans le monde, des dizaines de milliers d'autres seraient confrontés aux mêmes ondes destructrices. À ce jour, nous avons la capacité industrielle pour produire au maximum 100 grands transformateurs par an. C'est-à-dire qu'après une tempête magnétique absolue, il faudrait près de 10 ans pour tous les remplacer. Lorsque l'énergie de la tempête magnétique arrive, elle crée de puissants courants qui traversent le champ magnétique terrestre et qui finissent par circuler dans les réseaux électriques, en faisant sauter les transformateurs. Les services d'urgence à travers le monde atteindraient leur point de rupture. Les jours se changeant en semaines ou en mois, la catastrophe ne ferait qu'empirer. L'approvisionnement en eau et en nourriture s'interromprait très vite. C'est là que commence la vraie catastrophe. Les
Les centres de traitement et d'assainissement des eaux étant eux-mêmes paralysés, des maladies ou des bactéries infectent le réseau de distribution des eaux. De vieux ennemis comme la typhoïde ou le choléra, les hépatites et les dysenteries réapparaîtraient rapidement. Le bruit assourdissant d'une sirène se propage comme la mort. Des pans de rue entiers sont vidés, abandonnés. Plus loin, au contraire, la ville est livrée à l'anarchie. Des voitures brûlent, d'autres sont encastrées dans des vitrines que certains n'hésitent pas à piller. Les éléments naturels commencent à prendre une place conséquente. Des gens courent dans tous les sens, en se bousculant, se piétinant. Des enfants apeurés pleurent sans que quiconque ne vienne à leur secours. Pas même l'armée qui n'hésite pas à tirer sur la population. C'est la panique. En périphérie de la ville, une foule s'agglutine derrière les barrières disposées par l'armée. La population s'entasse et les premiers sont écrasés sous le poids. Pourtant, les autorités n'ont donné aucun ordre de secours. Bien au contraire, elles n'hésitent pas à tirer sur certains fraudeurs. Des familles sont séparées. Des enfants pleurent en étant extirpés des bras de leurs parents. Le cauchemar a commencé. Alors que le ciel se fait de plus en plus noir et que le tonnerre gronde, une file de personnes est menée vers un bus. Ils ont tous été étiquetés et ont un collier de couleur rouge, bleu ou vert. Tout est devenu hors de contrôle. Les bus démarrent alors que les barrières cèdent. Certains manifestants essaient de s'accrocher mais en vain. Et de nouveaux coups de feu sont tirés. L'enfer finit par se confondre avec le son assourdissant des éléments naturels. Le convoi finit par arriver à l'entrée des bunkers. Il se gare et les passagers sont immédiatement pris en charge et répartis à différents endroits suivant les couleurs qui leur ont été imparties. Une voix, émise d'un haut-parleur, donne les directives à suivre. Le panel représentatif de la population est sectorisé en fonction de son grade. L'homme n'est devenu que du bétail. Du bétail que l'on fait monter dans des tramways à toute vitesse sans tenir compte des membres d'une même famille. Les portes des tramways se referment. La machine se met en marche et disparaît à l'intérieur du bunker. Des kilomètres de tunnels défilent. Le bruit assourdissant de la panique, des éléments naturels et des sirènes a fait place au silence des entrailles de la terre et au bruit des rails qui courent sans relâche. Les survivants ne savent pas quoi penser. Ils ont peur. Certains évoquent un déplacement des pôles. Ils imaginent que tout le manteau de la Terre se déplacerait en quelques jours à peine, peut-être même en quelques heures, en changeant la position des deux pôles. Ce qui causerait un désastre à l'échelle planétaire. Tous les continents seraient secoués par de forts tremblements de terre, de violents tsunamis inonderaient les villes côtières. Ce serait la dernière catastrophe de l'histoire. Le déplacement des pôles est un phénomène scientifique. Einstein l'a évoqué au début des années 50. Plus récemment, une étude de l'université Princeton révèle que les pôles se sont déjà déplacés. Il y a 800 millions d'années, le pôle Nord se trouvait au milieu de l'océan Pacifique, ce qui situait l'Alaska sur l'équateur. Même si ce déplacement des pôles s'est produit lentement au fil des ans, il a modifié le climat de la planète et le niveau de la mer. Si un tel déplacement se produisait rapidement, on assisterait en effet à une catastrophe planétaire et à une extinction massive des espèces. Il est possible qu'actuellement nous soyons au début d'une inversion des pôles magnétiques. Et si ça se passait, ce serait un phénomène lent, ça prend à peu près 5000 ans. Et donc il n'y aurait rien de brutal. Et ça n'aurait pas de conséquences sur la vie, sur la santé humaine ou des plantes ou des animaux. On a observé des changements brutaux dans le champ magnétique sous l'Atlantique Sud.
Au début du XXe siècle, on voit l'émergence d'une nouvelle plage de flux inversé. Un endroit où les lignes de champ magnétique, au lieu de sortir du noyau, y retournent. Et cette plage se déplace ensuite vers l'ouest, s'accroche à cette autre plage de flux inversé pour créer une large zone que nous appelons l'anomalie de l'Atlantique Sud, dans laquelle le champ est environ 30% plus faible. Et cette plage a grossi considérablement durant les 100 dernières années. Alors, on se demande tous en ce moment si le champ magnétique terrestre va bientôt s'inverser. Le géologue Rob Coe a peut-être la réponse. Il a passé des années à étudier les inversions. Steens Mountain se trouve dans l'état de l'Oregon. Cette montagne est un empilement de coulées datant d'une période d'intense activité volcanique. Il y a des centaines de coulées superposées dans cette paroi. Les traits délimitent les différentes coulées. La particularité de Steens Mountain, c'est que les éruptions de lave se sont produites au moment où le champ magnétique terrestre était en train de s'inverser. Rob et ses collègues se sont donc mis à échantillonner des douzaines de coulées sur toute la hauteur. Ils ont observé que les couches inférieures étaient aimantées à l'envers et indiquaient le sud. Les couches supérieures, près du sommet, étaient aimantées vers le nord. Les couches intermédiaires témoignaient d'un chaos magnétique. Au début de l'inversion, l'intensité du champ terrestre a diminué de façon dramatique, de 80 ou 90%. Pendant environ 300 ans, la direction du champ a changé constamment pour finalement opérer un virage à 180 degrés vers le nord et recommencer à s'intensifier. Mais il n'a pas pu garder cette polarité. Il s'est à nouveau inversé et a perdu son intensité. Voici la coulée que l'on a échantillonnée ici même. Ce qu'on a trouvé était difficile à croire. Les bords du bas et du haut, rapidement refroidis, ont une polarité, la même que celle de la couche du dessous. Tandis que le milieu a une polarité qui varie de 60 degrés. C'est comme si le champ s'était déplacé de 60 degrés pendant que la coulée refroidissait. Si vous faites le calcul, ça fait 6 degrés par jour. Si on se base sur les laves de Steens Mountain, la prochaine inversion entraînera des siècles de chaos magnétique, avec un nord magnétique changeant chaque jour de direction. Au cours des différentes périodes géologiques, des sédiments se sont accumulés sur le plancher océanique. Certains sédiments contiennent des particules métalliques qui, en se déposant, s'orientent en direction du pôle nord magnétique et en se solidifiant, enregistrent sa position. Voilà. C'est bon. Les carottes sont soigneusement découpées. Elles sont ensuite placées dans un magnétomètre pour mesurer tous les paramètres magnétiques des sédiments. Voilà, donc là on voit que les chiffres bougent, le H-channel commence à rentrer dans les bobines. Ce grand tube est arrêté tous les 2 cm et tous les 2 cm on a une mesure en quasiment instantanée de toute l'information portée par les particules magnétiques de ce sédiment. L'analyse des sédiments prouve que non seulement le pôle nord se déplace, mais on a surtout découvert qu'il se renverse complètement. Il passe littéralement du nord au sud et vice-versa de façon cyclique. Des scientifiques ont dénombré plus de 300 renversements depuis 250 millions d'années. Ce phénomène de renversement des pôles semble démarrer de façon soudaine et imprévisible, tous les 250 000 ans en moyenne. Mais le dernier renversement a eu lieu il y a 780 000 ans. Depuis de nombreuses années, Gauthier Hulot étudie la dynamique et la génération du champ magnétique terrestre. Ses travaux lui permettent d'imaginer ce qui pourrait se produire lors d'un renversement des pôles. Pendant une inversion, on sait que ce qui se passe, c'est que le champ magnétique décroît, il devient moins intense et il devient moins dipolaire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas le pôle magnétique nord
qui se met à glisser vers le sud pendant que de l'autre côté le pôle magnétique sud glisse vers le nord, en réalité on voit que le champ magnétique diminue en intensité à peu près jusqu'à 10% de son intensité actuelle, et lorsque ça se produit, le champ progressivement cesse d'être dipolaire, c'est-à-dire qu'en fait à la surface de la Terre apparaissent plusieurs pôles magnétiques nord, plusieurs pôles magnétiques sud, et ces pôles vont ensuite avoir un mouvement, un balai assez compliqué, et qui va finalement aboutir, lorsque le champ magnétique reprend de la vigueur, à une configuration où progressivement les pôles magnétiques nord ont migré vers le sud, et à ce moment-là se rejoignent pour recréer une situation dipolaire avec un pôle magnétique nord et un pôle magnétique sud. Quand l'inversion surviendra, pendant cette période, le champ magnétique s'affaiblira et deviendra une véritable passoire, perméable au rayonnement cosmique. Qu'arrivera-t-il quand le bouclier magnétique aura perdu la moitié ou plus de son intensité? Les radiations et les vents solaires vont-ils devenir une menace pour la vie sur Terre? Depuis 150 ans, le champ magnétique a perdu 10% de son intensité. Le phénomène d'inversion aurait-il déjà commencé? Pour suivre en continu l'activité solaire et les fluctuations du champ magnétique, un réseau international de stations de mesure a été créé en 1987. C'est le réseau Intermagnet, auquel participent une quarantaine de pays. Au Canada, les données du réseau Intermagnet arrivent au laboratoire géomagnétique fédéral caché au fond d'une forêt dans la banlieue d'Ottawa. C'est ici que travaille Larry Newitt. C'est plus de 900 nanotesla. Vraiment? C'est important. Et quelle est la vitesse du vent solaire? C'est très rapide, je ne sais pas comment on devrait réagir. C'est majeur. Ok, il faut déclencher une alerte. C'est suffisamment important pour toucher les infrastructures électriques et toutes les autres. Avec la baisse d'intensité du champ magnétique, les conséquences des tempêtes solaires sont de plus en plus importantes sur la Terre. Le Soleil projette vers nous, de façon continue, des particules électriquement chargées. Mais de temps en temps, il y a des éruptions qui vont projeter un nombre très important de particules. Cela entraîne des oscillations du champ magnétique. Il peut se modifier très vite. Viewers began to pick up on a very large event that at first I thought was a nuclear war or something geophysically tragic that affected the globe. It took a lot of work, a lot of analysis to collect information about what this huge event was that affects the entire planet too, because it's on fire. And it's the thing that's going to affect this event that we're picking up in the future. So we did some more work on it. It wasn't a comet. It was big and on fire and right next door in our neck of the woods. It was our own star, the sun. Specifically, viewers foresaw a series of solar flares that are so powerful they penetrated into Earth's atmosphere, destroying global communications and heating up regions of the world to such an extreme that it would cause the deaths of billions. Our star, man's source of life, would now become our greatest enemy. Dans l'histoire de la Terre, il semble qu'aucune extinction d'espèces n'ait été liée à un retournement des pôles. Notre ancêtre, l'Homo erectus, était présent lors du dernier retournement et n'en a visiblement pas trop souffert. Ce ne sera donc pas la fin du monde, mais peut-être la fin d'un monde. Car depuis le dernier retournement, il y a 780 000 ans, notre environnement a radicalement changé.
La prochaine inversion surviendra dans un monde où presque tous les aspects de la vie quotidienne sont dépendants de la technologie, particulièrement vulnérables aux méfaits des tempêtes magnétiques. Il est impossible de savoir à quel point nos modes de vie seront affectés par ce phénomène d'inversion des pôles. Mais chose certaine, l'impact sera réel et l'humanité devra se préparer à faire face à ces changements quand ils surviendront.